Août 1945. Au-dessus de la ville japonaise d'Hiroshima, la première bombe atomique de l'histoire, Little Boy, est larguée par un bombardier américain baptisé Enola Gay. Cet avion est un quadrimoteur à piston, symbole à la fois de la puissance industrielle américaine de l'époque et d'un tournant majeur de l'histoire de l'humanité. L'avion est un Boeing, le B-29 Super Fortress. 24 ans plus tard, en pleine guerre froide, les États-Unis accomplissent l'un des plus grands exploits technologiques du XXe siècle. La mission Apollo 11 permet au premier homme de marcher sur la Lune. Là encore, souvent, sans être mis en avant, Boeing est présent. Plusieurs éléments du lanceur Saturn V sont conçus et fabriqués par l'avionneur américain. Aujourd'hui dans le militaire, la marine américaine, l'US Navy, exploite des avions de combat Boeing FA-18 Super Hornet, un des piliers de sa puissance aéronavale aux côtés du F-35C. Le Super Hornet étant d'ailleurs devenu célèbre auprès du grand public, en partie grâce au cinéma et au film Top Gun Maverick. Et pourtant, pour le commun des mortels, Boeing n'est pas vraiment connu pour tout cela. Fondé en 1917, l'avionneur américain s'est d'abord illustré par la fabrication d'avions à moteur piston qui atterrissent, comme le Boeing 307 Stratoliner, mais aussi qui amérissent, comme le Boeing 314 Clipper. Mais s'il y a un domaine dans lequel Boeing a véritablement marqué l'histoire, ce sont ces avions à réaction que nous connaissons presque tous. Boeing 787 型機が Le premier vol que j'ai fait il y a 40 ans, c'était en 747 donc. Boeing, el modelo 777. It is the 787, the Dreamliner. C'est ce 707, ce quadrimoteur. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aéroparleur. Dans ce troisième épisode du format long courrier, je vous propose de revenir sur une aventure unique. Posez-vous confortablement, entrez avec moi dans l'ère de la réaction et découvrons ensemble la gamme complète des avions Boeing. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Boeing, bien que n'étant pas le leader que l'on connaît aujourd'hui, est déjà solidement installé dans le secteur aéronautique mondial. Ces bombardiers, comme le B-29 Super Fortress, ont démontré une maîtrise exceptionnelle des vols long courriers sur moteur à piston. Cette expertise militaire se prolonge naturellement dans le civil, avec des appareils comme le Boeing 377 Stratocruiser, directement dérivé du B-29. Les 377 incarnent le haut de gamme du transport aérien. Grande autonomie, cabine pressurisée, confort inédit pour l'époque. Mais sur le long terme, ces avions à piston restent complexes à exploiter, sensibles aux pannes mécaniques et surtout limités en vitesse. Dans le domaine civil, Boeing est un challenger, derrière ses confrères Lockheed et McDonnell Douglas. Avec le début de la guerre froide et sa course à l'armement, les bombardiers à piston sont rapidement dépassés et remplacés par des bombardiers à réaction. D'abord, le North America B-45 Tornado, ensuite le Boeing B-47 Stratojet et surtout le Boeing B-52 Stratofortress, encore utilisé aujourd'hui. Vitesse, rayon d'action, altitude, la propulsion à réaction transforme profondément l'aviation militaire dont les progrès technologiques font très vite irriguer l'aviation commerciale. Au milieu des années 50, Boeing décide de prendre un risque majeur en finançant sur fonds propres un avion expérimental, un démonstrateur, le 367-80, plus connu sous le nom de Dash 80. Son rôle est simplement de prouver qu'un avion de ligne à réaction peut être fiable, sûr et économiquement viable. Pour convaincre les plus sceptiques, en 1955, lors d'un vol de démonstration au-dessus du lac Washington, le pilote d'essai effectue un tonneau complet avec le Dash 80, un geste totalement imprévisible mais qui marque durablement les dirigeants des compagnies aériennes présentes. L'avion à réaction civile est rapide mais surtout parfaitement maîtrisé. Pourquoi je vous parle du Dash 80 ? Car c'est de ce démonstrateur que naîtra le premier avion de ligne à réaction de Boeing, le 707. Le Boeing 707, c'est une architecture encore inédite dans l'aviation civile. Il reprend du démonstrateur Dash 80 son fuselage monocouloir, ses ailes en flèche, sous lesquelles sont montés 4 réacteurs. Dans ses premières versions, il mesure environ 46 mètres de long pour une envergure proche des 44 mètres. Il peut accueillir entre 140 et 180 passagers selon l'aménagement cabine pour un rayon d'action supérieur à 6000 km.
Il ouvre la voie aux premières liaisons transatlantiques régulières à réaction. Il est d'abord équipé de moteurs Pratt & Whitney GT3C à simple flux, les mêmes que le bombardier B-52, avant d'évoluer vers les Pratt & Whitney GT3D puis GT4A à double flux, plus économe et plus fiable. Cette évolution joue un rôle clé dans l'essor commercial du programme et dans l'acceptation du jet par les compagnies aériennes. Pour répondre à des besoins très variés, Boeing décline le 707 en plusieurs versions. Les 707-120 et -220 sont les versions initiales, optimisées pour les lignes intérieures américaines et se différenciant uniquement par leur moteur. Le 707-320 intercontinental, plus lent, 46,6 mètres, est doté d'une voilure agrandie et de réservoirs supplémentaires. Il devient la version la plus populaire du programme, capable d'assurer des vols long courrier intercontinentaux jusqu'à 9000 km. Le 707-420, quant à lui, se distingue du -320 par l'adoption de turboréacteurs Rolls-Royce Conway, plus silencieux, afin de séduire certaines compagnies européennes. À noter également le Boeing 720, une version dérivée et légèrement raccourcie du 707, optimisée pour des lignes moyens courriers et des performances améliorées au décollage. Le 720 permettra provisoirement à Boeing d'élargir son offre sans développer un appareil totalement nouveau. Le succès du 707 est rapide et mondial. Plus de 1000 exemplaires seront produits, toutes versions confondues. Il est exploité par des compagnies comme Pan American World Airways, Lufthansa ou Japan Airlines. Depuis l'administration John Kennedy, l'US Air Force l'emploie pour les déplacements officiels du président américain. Le 707-320 du président est baptisé C-137 Stratoliner par l'armée américaine qui en a la responsabilité, SAM 26000 par l'administration américaine ou encore Air Force One lorsque le président est à bord. Et même en France, lorsque le général de Gaulle doit traverser l'Atlantique, il est contraint, malgré son attachement à la souveraineté, de voler à bord d'un Boeing 707. La véritable concurrence du 707 reste américaine, avec le Douglas DC-8. En interne, le 707 est celui qui inaugure également la désignation 7X7, qui deviendra le fil conducteur de toute la gamme Boeing. Réglons tout de suite la question que beaucoup se posent sans doute. Connaissant la logique de numérotation des Boeing, pourquoi 727 et pas 717 ? Le numéro 717 n'a pas été oublié par hasard. Il avait été réservé par Boeing pour une version militaire dérivée du 707, destinée au ravitaillement en vol. L'avion militaire ravitailleur 717, donc, entrera finalement en service sous le nom de Boeing KC-135 Stratotanker, un nom imposé par l'US Air Force. Oui, il va falloir s'y faire. Le 717 originel ne sera jamais utilisé dans le civil. Lorsque Boeing lance donc son nouvel avion moyen courrier, le nom 717 est déjà, en quelque sorte, pris par le militaire. Boeing passe directement au 727. À cette époque, le Boeing 707 a déjà fait entrer pleinement le transport aérien dans l'ère du jet, mais il reste un avion nécessitant de longues pistes, de grandes infrastructures et des aéroports bien équipés. Or, une grande partie du réseau mondial repose encore sur des plateformes secondaires, parfois peu adaptées à l'arrivée des avions à réaction. Pour Boeing, le jet ne peut devenir universel que s'il s'adapte à ces contraintes. Le projet du 727 naît d'ailleurs directement d'une demande des compagnies aériennes. 3 acteurs majeurs participent activement à sa conception: Eastern Airlines, United Airlines et American Airlines. Toutes recherchent le même avion, un jet capable d'opérer sur des pistes plus courtes depuis des aéroports moins équipés sans renoncer aux performances. Le Boeing 727 est conçu précisément pour cela. C'est le seul avion de ligne à réaction de l'histoire du constructeur à adopter une configuration tri-réacteur. Les 3 moteurs sont montés à l'arrière du fuselage, un choix qui n'est pas totalement inédit puisque, déjà adopté avec succès sur la Caravelle, le biréacteur de Sud Aviation. Sur le 727, cette configuration présente plusieurs atouts. Elle libère complètement les ailes, permet d'installer des profils plus efficaces à basse vitesse, réduit les risques d'ingestion de débris sur des pistes dégradées et facilite les opérations depuis les aéroports moins bien équipés. Sur le plan général, le 727 reste un avion monocouloir, plus compact que le 707. Il mesure 40 ou 47 mètres de long. Oui, très proche du 707, et peut transporter entre 110 et 160 passagers selon la version et l'aménagement cabine. Son rayon d'action, de l'ordre de 4000 km, le destine avant tout aux lignes moyen courrier à forte densité. L'avion est décliné en 2 versions principales. Le 727-100, la version initiale de 40 mètres de long, est adapté aux lignes nationales. Le 727-200, 47 mètres, augmente sensiblement la capacité et deviendra la version la plus répandue du programme. Le 727 est pensé pour fonctionner là où les infrastructures sont limitées. Il dispose notamment d'un escalier intégré permettant l'embarquement et le débarquement des passagers sans passerelle et parfois même sans terminal moderne. Dans les années 60 et 70, c'est un avantage pour de nombreuses compagnies à travers le monde. Pour la propulsion, Boeing s'appuie sur les Pratt & Whitney GT8D, des turboréacteurs robustes et puissants. Ils offrent de bonnes performances sur pistes relativement courtes, mais au prix d'un
niveau sonore élevé, un compromis parfaitement accepté à l'époque. Commercialement, le succès est massif. Avec plus de 1800 exemplaires produits, le Boeing 727 devient pendant un temps l'avion de ligne à réaction le plus vendu de l'histoire, un record qu'il conservera jusqu'à l'arrivée de son successeur, le 737. Il est opéré principalement aux États-Unis avec Delta Airlines, Pan Am et United Airlines, puis en transport de fret par FedEx. Dans le monde, Air Canada, Iberia, Air France ou encore Tunisair font partie des clients importants. Avec le durcissement progressif des normes acoustiques et environnementales, le 727, devenu trop bruyant, sera peu à peu écarté du transport de passagers. De nombreux exemplaires connaîtront alors une seconde vie dans le fret ou dans des régions du monde moins contraintes. Sans être aussi emblématique que le 707 ou plus tard le 747, le Boeing 727 joue un rôle absolument clé dans la gamme des Boeing puisqu'il permet d'étendre le jet commercial bien au-delà des grands hubs internationaux. Et comment parler du Boeing 727 sans évoquer l'un des épisodes les plus incroyables de son histoire. 1972, le roi Hassan II du Maroc vole à bord de son 727 personnel lorsqu'il est curieusement pris pour cible par des chasseurs F-5 des forces armées royales marocaines. Le souverain l'a compris, c'est un coup d'état. L'avion est engagé par les F-5 au canon, détruisant 2 des 3 moteurs. Le fuselage est criblé d'impacts. Sur le papier, l'issue semble inévitable. Les pilotes supplient par radio les assaillants. Arrêtez, le tyran est mort. Nous sommes innocents. Le bluff fonctionne et grâce à la configuration tri-réacteur, à la robustesse de la cellule et au sang-froid de l'équipage, le 727 reste contrôlable. Profitant d'un moment de désorganisation des assaillants, l'équipage parvient à rejoindre Rabat et à se poser en urgence. Le roi est sain et sauf. Ce jour-là, le Boeing 727 a prouvé qu'il n'était pas seulement un avion conçu pour s'adapter aux infrastructures difficiles, c'était aussi un avion capable de résister à l'impensable et sauver un roi. Après le 707 et le 727, Boeing a ouvert la voie du jet commercial. En plein milieu des années 60, l'avionneur identifie alors un besoin encore mal adressé. Un avion à réaction plus petit, plus simple à opérer et à entretenir, plus économique et capable d'assurer des liaisons fréquentes partout dans le monde. L'avion est d'abord imaginé comme un petit 727, avec 2 moteurs à l'arrière et un fuselage plus étroit. Mais pour accélérer la conception de ce nouvel avion et ne pas creuser le retard par rapport aux concurrents, notamment Douglas et son DC-9, Boeing reconduit plus de la moitié de la structure du 727 dans le fuselage. La copie finale intègre une installation des moteurs sous les ailes, sans mât réacteur déporté, permettant de garder les moteurs près du sol, de simplifier les opérations et la maintenance et de réduire la hauteur des trains. 1964, le Boeing 737 est né. Il n'est pas pensé comme un futur best-seller, mais simplement comme un complément à la gamme existante. Les premières versions, 737-100 puis -200, entrent en service à la fin des années 60. Ce sont des monocouloirs biréacteurs volontairement bas sur pattes. Le -100 est lent d'environ 28,5 mètres, peut transporter une centaine de passagers et offre un rayon d'action proche des 2700 km. Le -200, allongé à environ 30,5 mètres, accueille davantage de passagers et augmente son rayon d'action à 3500 km. Les 2 versions sont propulsées par des moteurs Pratt & Whitney GT8D robustes et déjà éprouvés sur le 727, bien que très bruyants. Sur le plan commercial, le lancement est fragile. Le programme ne doit sa survie qu'à quelques commandes clés, notamment en Europe. Lufthansa joue un rôle déterminant dans le développement du -100, tandis que le -200 s'impose comme la première version réellement déployée, notamment en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie. À ses débuts, le 737 est perçu comme un avion de niche, et rien ne laisse alors penser qu'il deviendra un jour le cœur de la gamme Boeing. À la fin des années 70 et au début des années 80, Boeing fait évoluer profondément son 737 avec une nouvelle famille dite classique, 737-300, -400 et -500. Ces versions sont plus longues, possèdent un meilleur rayon d'action et peuvent accueillir jusqu'à 150 passagers selon la configuration. 33,4 mètres et 5000 km d'autonomie pour le -300, 36,5 mètres et 4600 km d'autonomie pour le -400 et seulement 29,8 mètres pour le -500 mais avec 5300 km d'autonomie. Les principales modernisations concernent l'avionique et une toute nouvelle motorisation. Les 737 classiques reçoivent les moteurs CFM56 3B, moteurs dits à haut taux de dilution, plus gros mais bien plus économe en carburant et nettement plus silencieux que les Pratt & Whitney GT8D des -100 et -200. Les CFM56 sont positionnés sur nacelle à l'avant de l'aile grâce à un véritable mât réacteur et la forme non circulaire de cette nacelle est la solution trouvée par les ingénieurs de Boeing face à la complexité de l'intégration d'un moteur plus gros sous une aile toujours aussi basse. Ce changement transforme le 737 en avion parfaitement adapté aux nouvelles contraintes économiques et environnementales de l'époque. Commercialement, le succès devient massif. Les 737 classiques
sont commandés sur tous les continents. Air China, Malaysia Airlines, Transavia, Qantas. Pour des millions de passagers, le vol en 737 devient une routine. Le 737 s'impose comme l'avion du quotidien, celui que l'on prend sans y penser. À la fin des années 90, Boeing lance une nouvelle mise à niveau majeure, la famille 737 NG ou Next Generation. La cellule est profondément modernisée, la structure renforcée, l'avionique revue et l'aile complètement repensée. La famille des 737 NG comprend les -600, -700, -800 et -900. Le -600 est le plus petit de la famille, long de 31 mètres pour un rayon d'action de 5600 km. C'est le seul qui n'est pas équipé de winglet, principale nouveauté de la voilure des 737 Next Generation. Le -700 et son cousin -700ER sont longs de 33,6 mètres pour des rayons d'action respectifs allant jusqu'à 6200 et 10 000 km. Le -800 est quant à lui long de 39,5 mètres, dépasse les 160 passagers de capacité et peut voler jusqu'à 6000 km. Et enfin, le -900 et son cousin -900ER sont longs de 42,1 mètres et malgré les 200 passagers à transporter, dépassent les 5000 km de rayon d'action. Les moteurs sont encore améliorés. Les CFM56-7 offrent une fiabilité et une économie d'exploitation remarquables. Les winglets améliorent l'aérodynamique de l'avion et permettent aussi des gains de consommation entre 4 et 7% par rapport au 737 classique. Malgré ces évolutions profondes, Boeing choisit de préserver une continuité de conception et de pilotage. Cette philosophie permet aux compagnies de former leur équipage plus rapidement et de réduire les coûts, un avantage décisif face à la concurrence. À ce stade, le 737 n'est plus un simple avion, il devient un phénomène industriel. C'est avec cette génération que le 737 joue un rôle clé dans une transformation majeure du transport aérien, le développement du low cost. Des compagnies comme Southwest Airlines ou Ryanair font du 737 NG le pilier de leur modèle économique. Fiabilité, standardisation, coût maîtrisé, le 737 NG permet d'exploiter des flottes homogènes à très grande échelle. Les versions les plus vendues sont les -700, dont 400 exemplaires pour Southwest, et -800, 600 exemplaires pour Ryanair et 70 pour Transavia France. Si certaines compagnies parviennent à exploiter le -900 comme Turkish Airlines et Korean Air, le -600 lui reste quasiment anecdotique. La concurrence du 737 est clairement identifiée dans les années 80, l'Airbus A320. Dès lors, les deux appareils se livreront une bataille permanente, au point de se relayer encore aujourd'hui à la tête des avions de ligne les plus vendus de l'histoire. À la fin des années 2000, le Boeing 737 a atteint sa pleine maturité avec la famille Next Generation. C'est seulement lorsque Airbus lance son A320neo, une nouvelle génération plus économe en carburant, que Boeing se sont obligés de réagir pour rester compétitifs sur le segment clé du moyen courrier, le plus lucratif du secteur. Boeing rallongera donc encore la durée de vie de son best-seller pour dévoiler le 737 MAX. Nous y reviendrons. À la fin des années 60, la gamme commerciale de Boeing commence à prendre forme. Le 707 a fait entrer le monde dans l'ère du jet. Le 727 a permis au jet d'atteindre des aéroports plus contraignants. Et le 737 s'impose sur des lignes courtes et moyenne. Malgré ces succès, une problématique devient évidente. Le trafic de transport de passagers explose. Les aéroports saturent et les avions existants ne suffisent plus. En coulisses, Boeing, toujours actif dans le militaire, traverse alors une période délicate. L'US Air Force lance un appel d'offres stratégique majeur. Le programme CX-HLS, destiné à la conception d'un très grand avion de transport militaire. Boeing y répond avec ambition. Son projet vous fait sans doute d'ailleurs penser à quelque chose, mais perd face à Lockheed qui remportera le contrat avec son Lockheed C5 Galaxy. C'est un échec industriel lourd, vécu en interne comme un coup d'arrêt. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que tout bascule. Dans le civil, Boeing est approché par une figure de l'aviation mondiale, Juan Trippe, président de Pan American World Airways. Trippe est convaincu que l'avenir du transport aérien passera par la grande capacité. Pour lui, il faut transporter beaucoup plus de passagers sur de très longues distances afin de démocratiser le voyage intercontinental. Son message est le suivant, il faut changer d'échelle. Avec un allié comme Trippe, Boeing comprend alors qu'il peut transformer une défaite militaire en réussite dans le civil. Les études menées pour le CX-HLS, les réflexions sur les très grandes structures, les volumes internes et la logistique lourde peuvent être réinvestis dans un projet sans précédent. Dans cette rencontre entre une vision industrielle audacieuse et un contexte de tension, naît un avion hors norme, le Boeing 747. Son objectif n'est pas seulement de voler loin, mais de réduire le coût du voyage long courrier en transportant beaucoup plus de monde à chaque vol. Dès sa conception,
conception, le 747 rend avec tout ce qui existe. C'est un avion immense, lent d'environ 70,6 mètres, une dimension qui restera quasiment identique sur toutes les versions classiques du 747. Propulsé par 4 moteurs, il est capable d'emporter plus de 400 passagers, parfois bien davantage selon les configurations. Sa silhouette devient immédiatement iconique, notamment grâce à son double pont partiel, un choix qui n'a rien d'esthétique. Dès l'origine, Boeing anticipe la possibilité de version cargo et conçoit le 747 avec un nez ouvrant. Pour cela, le cockpit est placé sur un pont supérieur limité à l'avant du fuselage. Cette architecture permet l'ouverture du nez en version fret. Le 747 est initialement motorisé par des Pratt & Whitney GT9D, puis, selon les versions, par des General Electric CF6, des Rolls-Royce RB211 et plus tard par des Pratt & Whitney PW4062, offrant davantage de puissance et une meilleure efficacité. Grâce à ces motorisations, le 747 impose de nouveaux standards en matière de capacité et d'autonomie intercontinentale. Les versions se succèdent et affinent progressivement le concept. Le 747-100, lancé en 1970, affiche un rayon d'action d'environ 8500 km. Il ouvre la voie du très gros porteur moderne. Le -200 améliore les performances, la masse maximale et la fiabilité, portant l'autonomie autour des 12 000 km, ce qui élargit considérablement les possibilités de liaison intercontinentale. Le -300 introduit un pont supérieur allongé, améliorant la capacité passager. Il possède une portée comparable à celle du -200. Puis à la fin des années 80, arrive le -400. C'est la version de la maturité, une avionique modernisée, un cockpit à 2 pilotes et surtout une autonomie poussée à environ 13 500 km. Il devient la version la plus populaire et la plus diffusée du programme. Une variante un peu à part du Jumbo Jet mérite d'être mentionnée, le 747 Special Performance ou 747 SP. Beaucoup plus court, environ 56 mètres de long, soit 14 mètres de moins qu'un 747 classique, il est conçu pour maximiser l'autonomie. Avec un rayon d'action dépassant les 12 000 km, il permet des vols très longs, parfois au départ d'aéroports plus modestes. Un 747 atypique, rare, mais répondant provisoirement à la concurrence des bicouloirs émergents comme les Douglas DC-10, Lockheed TriStar ou Airbus A300. Aux États-Unis, Pan Am fait du 747 son emblème. En Europe, British Airways, KLM, Lufthansa ou Swissair l'exploitent. En Asie, Japan Airlines, All Nippon Airways, Korean Air, Cathay Pacific ou Singapore Airlines bâtissent leur réseau long courrier autour de lui. Au Moyen-Orient, Saudi Arabian Airlines ou Iran Air l'utilisent pour relier leur capitale au reste du globe. En Afrique, Royal Air Maroc exploitera également le 747, symbole de prestige et d'ouverture internationale. Pour des millions de passagers, monter à bord d'un 747 n'est pas un simple vol. C'est souvent un premier long courrier, parfois même le voyage d'une vie. Mais le mythe du 747 dépasse largement le transport commercial. La NASA utilisera ainsi deux 747-100 profondément modifiés comme Shuttle Carrier Aircraft, chargés de transporter les navettes spatiales depuis leur site d'atterrissage jusqu'au Kennedy Space Center. Voir une navette spatiale sur le dos d'un 747 deviendra l'une des images les plus marquantes de l'aéronautique moderne. Dans le domaine politique aussi, le 747 s'impose comme une évidence. Il vient remplacer les Boeing 707, jusque-là utilisés par la présidence américaine. Deux 747 spécialement aménagés, désignés VC-25, deviennent alors les nouveaux Air Force One. Ce sont de véritables centres de commandement volants, incarnant la continuité de l'État américain. Avec le temps, le monde change, le carburant devient plus cher, les compagnies recherchent davantage de flexibilité et les biréacteurs long courrier gagnent en efficacité. Le 747 quitte alors progressivement le transport passager, mais loin de disparaître, il trouve une seconde vie remarquable dans le fret, jusqu'à devenir un outil industriel pour Boeing lui-même, notamment avec le 747 Dreamlifter, chargé de transporter des sections entières d'avions entre les sites de production. L'histoire du 747 ne s'arrête pourtant pas là. Une ultime évolution verra le jour avec le 747-8i que nous évoquerons plus tard. Cependant, au moment même où le 747 atteignait son apogée, Boeing regardait déjà ailleurs, vers des versions plus sobres, plus rationnelles et pensées pour un monde nouveau. Les besoins de sobriété des compagnies aériennes clientes de Boeing font naître une conviction chez l'avionneur américain. Le futur du transport aérien passera par des avions mieux dimensionnés. C'est dans ce contexte de déclin progressif du modèle du Jumbo Jet que naissent les Boeing 757 et Boeing 767. Deux avions différents, mais pensés ensemble autour d'une même philosophie. L'urgence étant sur le marché du long courrier, le Boeing 767 est lancé en premier. C'est un biréacteur à fuselage large, conçu avec une priorité claire, remplacer progressivement les 747
737 sur certaines lignes et faire face à la concurrence d'Airbus avec l'A300. La première version, le 767-200, entre en service au début des années 80. Lent d'environ 48,5 mètres, il peut transporter entre 200 et 250 passagers avec un rayon d'action proche des 7000 km. Boeing développe ensuite une version à plus grande autonomie, le 767-200ER, qui pousse cette portée au-delà des 10 000 km. D'ailleurs, chez Boeing, le suffixe ER pour Extended Range désigne les versions dont l'autonomie est augmentée. Le -200 est également retenu par l'US Air Force pour devenir le nouvel avion ravitailleur sous la désignation KC-46 Pegasus. Il remplace progressivement les KC-135 Stratotanker, souvenez-vous, les fameux dérivés du 707 que nous avons évoqués plus tôt qui auraient pu s'appeler Boeing 717. Vient ensuite le Boeing 767-300, plus lent, environ 54,9 mètres et surtout beaucoup plus polyvalent. Il offre une capacité comprise entre 250 et 300 passagers pour un rayon d'action proche des 8000 km. Dans sa version ER, il dépasse lui aussi les 10 000 km et devient la version de référence du programme. C'est lui qui va véritablement imposer le 767 sur les liaisons transatlantiques. Le programme se poursuit avec le 767-400. Dernière évolution majeure, encore allongé, avec environ 61,4 mètres, doté d'une avionique plus récente, il peut accueillir jusqu'à 350 passagers. Il vise principalement le remplacement des premiers gros porteurs sur des lignes à forte densité, sans jamais perdre la logique de sobriété propre au bimoteur 767. L'avion est propulsé par des moteurs de pointe, General Electric CF6, Pratt & Whitney PW4000 ou Rolls-Royce RB211. Il devient surtout l'un des premiers avions à tirer pleinement parti des règles ETOPS, ouvrant définitivement la voie au biréacteur long courrier moderne. Le 767 est exploité aujourd'hui par Delta Airlines, Japan Airlines ou encore All Nippon Airways. Il a également existé dans des flottes de compagnies comme South Africa Airways ou LATAM. Il a même permis à certains pays plus modestes d'ouvrir leur première ligne long courrier comme le Congo-Brazzaville avec Eker. En 2026, il joue un rôle clé dans le commerce mondial puisque sa version cargo est pleinement exploitée par FedEx, UPS ou Amazon Air. Oui, vos colis prennent très souvent l'avion. Presque en parallèle du lancement du 767, Boeing lance le 757. Extérieurement, c'est un monocouloir. Dans les faits, c'est un avion hors catégorie, conçu pour prendre la relève du 727. Le 757-200 est la version principale, mesurant 47,3 mètres et pouvant transporter entre 180 et 230 passagers. Son rayon d'action dépasse les 6000 km, ce qui lui permet d'assurer des liaisons long courrier à faible capacité. Une fonction encore relativement rare aujourd'hui. Il est motorisé par des Rolls-Royce RB211 ou des Pratt & Whitney PW2000, des moteurs puissants qui confèrent au 757 des performances exceptionnelles au décollage, y compris sur des pistes courtes ou en conditions difficiles. Boeing proposera également une version plus rare, le 757-300, allongé à 54,5 mètres et doté d'une capacité accrue. En contrepartie, cette version sacrifie une partie de son autonomie, ce qui limitera son succès commercial. Sur les 1049 commandes de 757, seuls 55 sont des -300. Le 757 fait aussi parler de lui lorsqu'un homme d'affaires, alors candidat à la présidence des États-Unis, parcourt le pays pour faire campagne à bord de son 757-200 frappé de son nom, Trump. Les compagnies aériennes américaines adoptent largement l'avion pour des liaisons moyen courrier à forte densité, mais aussi pour des liaisons long courrier à faible densité. C'est notamment le cas de Delta Airlines, qui en fera l'un des piliers de sa flotte pendant de nombreuses années. Ce qui rend le duo 757-767 particulièrement cohérent, c'est leur conception commune. Ils partagent une cabine de pilotage très similaire, une avionique proche et une logique de formation identique pour les équipages. Pour les compagnies aériennes, cela se traduit par des coûts réduits, une grande flexibilité et une gestion de flotte simplifiée. Les deux avions recevront également des winglets, permettant des gains supplémentaires en performance et en consommation. Le 767, notamment dans ses versions cargo et militaires, connaîtra une longévité remarquable et reste encore aujourd'hui en production. Le 757 en revanche disparaît progressivement des catalogues, sans jamais être remplacé, laissant un vide sur le marché. Un vide qu'Airbus n'hésitera pas à exploiter, notamment avec des avions comme l'Airbus A321 XLR. Le duo 757-767 marque ainsi une période charnière chez Boeing. Ces avions vont préparer le terrain pour la prochaine grande étape de la gamme, un avion pensé dès l'origine comme un long courrier biréacteur de référence capable de remplacer définitivement les quadriréacteurs. Au début des années 90, Boeing arrive à un nouveau tournant. Le 747 qui a marqué l'histoire est de moins en moins adapté à un monde où le carburant devient plus cher et plus volatile. Le 767 a ouvert la voie du biréacteur long courrier, mais il atteint ses limites en capacité. Il manque donc un avion capable de remplacer les quadriréacteurs sur le long courrier sans sacrifier ni la portée, ni la capacité, ni le confort. Cet avion, surnommé le Big Twin, c'est le Boeing 777. Dès le départ, le 777 marque une rupture profonde dans la manière de concevoir un
un avion. C'est le premier avion de ligne conçu intégralement en numérique, sans maquette physique complète. Il est développé selon la philosophie dite Working Together, associant directement les compagnies aériennes à chaque étape de sa conception. Pour la première fois, Boeing ne dessine plus un avion pour le marché, il le construit avec le marché. Le 777 est un biréacteur à fuselage large, massif, lent de plus de 60 mètres. Selon les configurations, il peut transporter de 300 à plus de 400 passagers avec une portée lui permettant d'assurer des liaisons intercontinentales sans escale sur la quasi-totalité des grandes routes du globe. C'est aussi le premier avion certifié ETOPS 180 dès son entrée en service, ce qui signifie qu'il peut voler jusqu'à 3 heures d'un aéroport de détournement après la perte d'un moteur. En 1994, Boeing présente le 777-200, première version à entrer en service. Lent de 63,7 mètres avec une autonomie d'environ 9700 km, il pose les bases du programme. Il est propulsé par des Pratt & Whitney PW4000, des Rolls-Royce Trent 800, mais surtout par des General Electric GE90. L'avionneur introduit ensuite le 777-200ER, véritable point de bascule du programme. Grâce à une masse maximale accrue et des réservoirs supplémentaires, sa portée dépasse les 13 000 km. C'est cette version qui impose réellement le 777 comme un remplaçant crédible des quadriréacteurs. En 2008, lorsqu'un 777 de British Airways perd brutalement de la puissance à l'approche de Londres, les pilotes parviennent à poser l'avion hors piste sur le ventre, sauvant les 136 passagers et membres d'équipage. Boeing va encore plus loin avec le 777-200 LR, surnommé le World Liner. Cette version extrême porte l'autonomie à près de 17 000 km, repoussant les limites du long courrier bimoteur. L'avionneur développe ensuite une version profondément remaniée, le 777-300, allongé à près de 74 mètres pour une portée d'environ 11 000 km. Il devient l'un des plus lents avions de ligne jamais construits, aux côtés de l'Airbus A340-600. Sa capacité passager augmente fortement, ce qui en fait un avion idéal pour des lignes à très forte densité, même si son rayon d'action est plus limité que celui des versions -200ER et LR. Justement, pour répondre aux besoins des routes très longues à forte capacité, Boeing lance le 777-300ER. Cette version combine la longueur du -300 et une autonomie portée à environ 14 600 km, grâce à une structure renforcée et au GE90 dans leur version la plus puissante, battant au passage tous les records de taille et de poussée pour un moteur d'avion. Le -300ER devient la version la plus vendue de la famille et l'un des avions long courrier les plus populaires de l'histoire. C'est lui qui donnera sa retraite bien méritée au 747 dans le transport passager. Fidèle à sa vision cargo, Boeing proposera également la version dédiée au fret, le 777F. Au-delà de ses performances, le 777 marque une rupture historique. Il prouve définitivement qu'un bimoteur peut assurer des liaisons long courrier extrêmes avec un niveau de fiabilité et de sécurité inédit. À partir de là, l'avenir du transport intercontinental est scellé. Le long courrier sera bimoteur et son roi est désigné, le Boeing 777. Au début des années 2000, le succès du 777 est planétaire. Il devient l'épine dorsale du long courrier pour des compagnies sur tous les continents. Au Moyen-Orient, Emirates construit une large part de son modèle autour du 777-300ER, devenant le plus grand exploitant de l'appareil avec plus de 120 exemplaires. Le podium mondial est complété par Qatar Airways et United Airlines. En Europe, Air France, British Airways, Turkish Airlines, KLM ou Lufthansa l'exploitent sur leur ligne majeure. Le 777-300ER est d'ailleurs le seul avion de la flotte d'Air France à accueillir l'offre première classe. Vous trouverez d'ailleurs sur la chaîne quelques flight reports en Boeing 777-300ER. En Asie, Japan Airlines, All Nippon Airways, Singapore Airlines ou Cathay Pacific en font un pilier de leur flotte. En Amérique du Nord, United Airlines et American Airlines l'utilisent pour relier leur hub au reste du monde. Avec plus de 1500 exemplaires livrés, le 777 affiche l'un des meilleurs ratios incident-heure de vol de l'industrie. Un événement viendra pourtant marquer son histoire. En 2014, un 777-200ER de Malaysia Airlines, le vol MH370, disparaît subitement des radars, devenant le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. Plus tard, Boeing se lancera dans un rafraîchissement complet du programme avec le 777X sur lequel nous reviendrons. À la fin des années 90, l'industrie aéronautique américaine entre dans une phase de concentration. La concurrence mondiale s'intensifie, Airbus monte en puissance et les programmes deviennent de plus en plus coûteux à développer. Dans ce contexte, en 1997, Boeing rachète McDonnell Douglas. L'objectif est surtout de consolider l'industrie aéronautique américaine, civile comme militaire, mutualiser les compétences, accélérer les programmes en développement et gagner en taille pour mieux affronter la concurrence mondiale. Parmi les programmes hérités de cette fusion figure un avion assez méconnu, presque anecdotique,
unique dans la gamme de Boeing, le Boeing 717. Son nom peut surprendre. Nous l'avons vu, le numéro 717 était à l'origine destiné à un avion militaire de ravitaillement, dérivé du 707, et n'avait jamais été utilisé dans le civil. Boeing choisit donc de le réattribuer dans ce contexte bien particulier en l'intégrant officiellement à la famille des 7X7. Le 717 n'est pas un Boeing pur jus. Il est l'héritier direct d'une longue lignée commencée avec le Douglas DC-9, puis modernisé dans les années 90 sous le nom de MD-95. Lorsque Boeing absorbe McDonnell Douglas, il récupère ce programme déjà avancé et choisit de le rebaptiser 717. Techniquement, le 717 est un monocouloir, biréacteur d'environ 37,8 mètres de long, avec des moteurs montés à l'arrière du fuselage. Il est conçu pour des missions courts et moyens courriers, avec une capacité d'environ 100 passagers et un rayon d'action proche des 3800 km. Il est propulsé par des Rolls-Royce BR715, des moteurs relativement modernes, silencieux et économes, bien adaptés aux opérations intensives. Commercialement, le 717 connaîtra toutefois une carrière discrète, au point de voir sa production arrêtée quelques années seulement après son lancement. Il séduira malgré tout certaines compagnies aériennes à la recherche d'un avion fiable et simple à exploiter comme AirTran Airways, Delta ou encore Midwest Airlines. Le 717 ne marquera pas l'histoire par ses ventes, un peu plus de 150 exemplaires produits, ni par une innovation majeure. Sa concurrence est en effet féroce sur le segment déjà occupé par les Embraer 170, les bombardiers CRJ ou encore les Airbus A318. Chez Boeing, le 717 n'a jamais été un programme stratégique. Il arrive à une époque où l'avionneur concentre déjà ses efforts sur le 737 et surtout sur le long courrier avec le 777 avant de se projeter vers le 787. Sa production s'arrête en 2006, fermant définitivement la lignée des DC-9, MD-80 et MD-90. Le Boeing 717 reste un avion discret, hybride, ni totalement McDonnell Douglas, ni totalement Boeing. Si vous suivez la chaîne, vous avez certainement vu la vidéo documentaire dédiée à l'histoire complète du Boeing 787 Dreamliner. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vivement à aller la regarder. Et pour celles et ceux qui découvrent le 787 aujourd'hui, voici un résumé condensé. Au début des années 2000, Boeing est confronté à un double défi. D'un côté, Airbus lance l'Airbus A380, misant sur la capacité maximale et la concentration du trafic autour des grands hubs. De l'autre, Boeing exploite une vision radicalement différente, avec le projet Sonic Cruiser, un avion pensé pour voler plus vite au détriment de la consommation. Mais les compagnies aériennes, elles, n'attendent plus ni la vitesse ni le gigantisme. Elles veulent avant tout de la sobriété, de la flexibilité et la possibilité d'ouvrir de nouvelles routes directes sans passer par les hubs saturés. Boeing abandonne alors le Sonic Cruiser et part d'une feuille presque blanche. De cette remise en question naît un programme totalement nouveau, le Boeing 787. Le Dreamliner n'est pas une simple évolution, c'est une rupture industrielle. Pour la première fois, Boeing conçoit un avion majoritairement en matériaux composites, avec une structure plus légère, moins sensible à la corrosion et capable de voler plus haut avec une cabine plus confortable. Il est propulsé soit par des Rolls-Royce Trent 1000, soit par des General Electric GE-NX, deux moteurs de nouvelle génération à haut taux de dilution permettant de réduire la consommation, les émissions et les nuisances sonores. La première version à entrer en service est le 787-8. Long d'environ 57 mètres, il peut transporter entre 230 et 250 passagers, avec un rayon d'action proche des 13 500 km. Ses débuts sont toutefois difficiles et certains exemplaires lui vaudront le surnom peu flatteur de Terrible Teens, un épisode que je détaille dans la vidéo dédiée au 787. La version suivante, le 787-9, marque la maturité industrielle du programme. Allongé à environ 63 mètres, il peut transporter jusqu'à 300 passagers et affiche une autonomie légèrement supérieure à celle du -8. Plus fiable, plus polyvalent et mieux maîtrisé, le -9 devient la version la plus appréciée des compagnies aériennes car il permet d'augmenter la capacité tout en conservant la portée. Boeing ira encore plus loin avec le 787-10, la version la plus longue de la famille, avec près de 68 mètres de long, une capacité dépassant les 330 passagers mais une autonomie légèrement réduite. Le -10 est pensé avant tout pour des lignes à forte densité. Il ne cherche pas à aller plus loin mais à transporter plus de monde plus efficacement. Le 787 intègre les flottes modernes et impose un nouveau standard de transport intercontinental au XXIe siècle. Japan Airlines, Air France, American Airlines, United, Ethiopian Airlines sont toutes clientes du 787. Son arrivée influence profondément toute la gamme Boeing et oblige l'avionneur à repenser certains de ses autres programmes. Boeing va rafraîchir sa gamme avec 3 avions très différents mais liés par une même logique. Le 737 MAX, le 777X et le 747-8i. Après le Dreamliner, Boeing entre dans une phase particulière de son histoire, une phase de rafraîchissement de gamme marquée par plusieurs programmes très différents, mais révélateurs des défis de l'avionneur au XXIe siècle. Le 737 MAX, le 777X et la dernière évolution du 747.
Après le 737 NG, Boeing doit répondre à une nouvelle réalité du marché. Son concurrent Airbus lance l'A320 Neo, promettant une baisse significative de la consommation grâce à de nouveaux moteurs, les CFM LEAP 1A. Pour Boeing, le 737 est un pilier commercial. Plutôt que de lancer un avion entièrement nouveau, lent et coûteux à développer, l'avionneur fait le choix d'une évolution profonde de son monocouloir historique en 737 MAX. Le cœur de cette évolution repose sur l'intégration des moteurs CFM LEAP 1B, beaucoup plus efficients. Mais le 737 est, souvenez-vous, par conception, un avion court sur pattes, hérité des années 60. Ces moteurs, plus grands, doivent être avancés et légèrement remontés, ce qui modifie le comportement aérodynamique de l'avion à certaines incidences. Pour compenser, Boeing introduit le MCAS, un logiciel d'assistance destiné à préserver une sensation de pilotage proche des générations précédentes. Sur le principe, l'objectif est la continuité opérationnelle sans multiplier les heures de simulateur pour appréhender la nouvelle position des moteurs. Dans les faits, ce système deviendra le cœur de la crise à venir. Le 737 MAX se décline aujourd'hui en plusieurs versions. Le 737 MAX 8, version de référence, il est lent de 39,5 mètres et transporte entre 160 et 180 passagers avec une portée d'environ 6500 km, soit près de 1000 km de plus que le 737-800. Une version spécifique, le MAX 8-200, est développée spécifiquement pour Ryanair. Jusqu'à 200 passagers, une forte densité et une rentabilité maximale parfaitement adaptée au modèle du low cost. Le 737 MAX 9, plus lent, 42,1 mètres, vise une capacité supérieure avec une portée légèrement réduite autour des 6000 km. Aujourd'hui, deux versions sont en cours d'homologation. Le 737 MAX 7, plus court, 35,6 mètres, peut transporter entre 140 et 160 passagers et affiche une portée proche des 7000 km. Il vise le segment de l'A319 Neo. À l'autre extrémité, le 737 MAX 10, lent de 43,8 mètres, peut accueillir jusqu'à 220 passagers avec une portée comprise entre 5700 et 6000 km, en concurrence directe avec l'A321 Neo. De nombreuses compagnies passent commande: Southwest, American Airlines, United Airlines, Air Canada, Ryanair ou Fly Dubai. Puis surviennent les drames. En octobre 2018, un 737 MAX de Lion Air s'écrase peu après son décollage en Indonésie, faisant 189 victimes. En mars 2019, un second 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines s'écrase à son tour, causant la mort de 157 personnes. Ces deux incidents entraînent une mise au sol mondiale de la flotte de 737 MAX. Aux États-Unis, la décision est officialisée sous l'administration Donald Trump, un événement sans précédent pour un avion aussi diffusé. Les enquêtes mettent en lumière le rôle du MCAS, son interaction avec une source de données unique et une communication insuffisante envers les équipages. S'ouvre alors une longue phase de correction, de remise en question interne et de recertification. Un épisode qui mériterait à lui seul une vidéo dédiée. Pendant que le 737 MAX traverse cette tempête, Boeing prépare l'avenir du long courrier avec le 777X. Il conserve l'ADN du 777 mais introduit des ruptures majeures. Des ailes composites à extrémités repliables et les DI9X, les moteurs les plus puissants jamais certifiés sur un avion civil. Deux versions sont prévues. Le 777-9, version principale, mesure environ 76,7 mètres, peut transporter plus de 400 passagers pour une portée d'environ 13 500 km. Le 777-8, plus court, privilégie l'autonomie dépassant les 16 000 km au prix d'une capacité légèrement réduite. Il est pensé pour les routes extrêmes. Malgré des retards de certification, le programme conserve un intérêt commercial fort, avec des commandes de Emirates, Qatar Airways ou Lufthansa. Enfin, Boeing tente une dernière évolution de son géant iconique, le 747-8. L'objectif est de prolonger la vie du 747 dans un monde dominé par les biréacteurs en améliorant performance, consommation et autonomie. Le 747-8, version passager, devient le 747 le plus lent jamais construit, avec 76,8 mètres. Il peut transporter entre 410 et 460 passagers sur près de 14 800 km, avec une nouvelle voilure inspirée du 787 et une cabine modernisée. Le 747-8F, version cargo, emporte plus de 130 tonnes de charge utile et s'impose comme la variante la plus réussie du programme. Les deux versions sont propulsées par les General Electric GE-NX2B, plus silencieux et plus économes, les mêmes que ceux du Dreamliner. Le 747-8i restera un avion de niche, exploité notamment par Lufthansa, Korean Air ou Air China et choisi sous l'administration Donald Trump comme base des nouveaux Air Force One. Le 747-8F, lui, s'impose dans le fret avec Cargolux, Atlas Air ou UPS. Avec la famille 747-8, Boeing ne cherche plus à dominer le marché passager. Il signe l'ultime chapitre d'un avion devenu légendaire et confirme que l'avenir du très gros porteur se joue désormais dans le fret et les missions d'exception.
Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, ou simplement si vous avez pris plaisir à voyager à travers l'histoire des avions Boeing, alors le meilleur moyen de soutenir la chaîne est très simple. Un like, un commentaire et bien sûr l'abonnement. Ça aide énormément. Ces petits gestes permettent à la chaîne d'exister, d'être mieux mise en avant et surtout de continuer à produire des formats lents, documentés et exigeants comme celui-ci. Merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés et bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Aéroparleur. Avant de refermer cette histoire, il faut prendre un instant pour résumer ce qu'est, au fond, la méthode Boeing. La construction méthodique d'une des gammes aéronautiques les plus cohérentes de l'histoire. Le 707 fait entrer l'aviation commerciale dans l'ère du jet. Le 727 démocratise le jet en l'amenant sur des aéroports plus contraints. Le 737 devient l'avion du quotidien, puis l'avion le plus vendu de l'histoire. Le 747 change l'échelle du transport aérien mondial et marque durablement l'imaginaire collectif. Les 757 et 767 rationalisent le long courrier et ouvre la voie au biréacteur moderne. Le 777 impose définitivement le bimoteur comme standard intercontinental. Le 787 Dreamliner redéfinit le long courrier du 21e siècle par la technologie et l'efficacité. Le 747-8 vient refermer la légende d'un mythe. Et enfin, le 737 MAX et 777X incarnent les choix les plus récents avec leurs défis, leurs retards et leurs enseignements. Cette gamme n'est pas parfaite. Boeing a connu des erreurs, parfois graves, notamment ces dernières années. Mais ce que raconte cette histoire, c'est aussi la capacité d'un avionneur à apprendre, à corriger et à se remettre en question dans un domaine où l'exigence est absolue. En 2026, des Boeing décollent et atterrissent partout dans le monde, chaque minute et sur tous les continents. Des millions de passagers montent à bord parce que cette confiance s'est construite sur des décennies d'ingénierie, d'essais, d'échecs parfois et surtout de réussites majeures. Boeing n'est pas seulement un constructeur d'avions, c'est un acteur central de l'histoire de l'aviation moderne. Et quoi qu'il arrive demain, une chose est sûre, on ne racontera jamais l'histoire de l'aviation commerciale sans parler de Boeing.